Vie et aventures de Robinson Crusoe. Commencer dans la vie. En 1632, je naquis à York, d'une bonne famille, mais qui n'était point de ce pays. Mon père, originaire de Brême, établi premièrement à Hull. Après avoir acquis de l'aisance et s'être retiré du commerce, était venu résider à York, où il s'était allié, par ma mère, à la famille Robinson, une des meilleures de la province. C'est à cette alliance que je devais mon double nom de Robinson Crusoe, mais, aujourd'hui, par une corruption de mots assez commune en Angleterre, on nous nomme, nous nous nommons et signons Crusoe. C'est ainsi que mes compagnons m'ont toujours appelé. J'avais deux frères, l'aîné, lieutenant-colonel en Flandre, d'un régiment d'infanterie anglaise, autrefois commandé par le fameux colonel Lockhart, fut tué à la bataille de Dunkerque contre les Espagnols. Que devint l'autre j'ignore quelle fut sa destinée. Mon père et ma mère ne connurent pas mieux la mienne. Troisième fils de la famille, et n'ayant appris aucun métier, ma tête commença de bonne heure à se remplir de pensées vagabondes. Mon père, qui était un bon vieillard, m'avait donné toute la somme de savoir qu'en général on peut acquérir par l'éducation domestique et dans une école gratuite. Il voulait me faire avocat, mais mon seul désir était d'aller sur mer, et cette inclination m'entraînait si résolument contre sa volonté et ses ordres, et malgré même toutes les prières et les sollicitations de ma mère et de mes parents, qu'il semblait qu'il y eût une fatalité dans cette propension naturelle vers un avenir de misère. Mon père, homme grave et sage, me donnait de sérieux et d'excellents conseils contre ce qu'il prévoyait être mon dessein. Un matin il m'appela dans sa chambre, où il était retenu par la goutte, et me réprimanda chaleureusement à ce sujet. Quelle autre raison as-tu, me dit-il, qu'un penchant aventureux, pour abandonner la maison paternelle et ta patrie, où tu pourrais être poussé, et où tu as l'assurance de faire ta fortune avec de l'application et de l'industrie, et l'assurance d'une vie d'aisance et de plaisir. Il n'y a que les hommes dans l'adversité ou les ambitieux qui s'en vont chercher aventure dans les pays étrangers, pour s'élever par entreprise et se rendre fameux par des actes en dehors de la voie commune. Ces choses sont de beaucoup trop au-dessus ou trop au-dessous de toi, ton état est le médiocre, ou ce qui peut être appelé la première condition du bas étage. Une longue expérience me l'a fait reconnaître comme le meilleur dans le monde et le plus convenable au bonheur. Il n'est en proie ni aux misères, ni aux peines, ni aux travaux, ni aux souffrances des artisans. Il n'est point troublé par l'orgueil, le luxe, l'ambition et l'envie des hautes classes.
Tu peux juger du bonheur de cet état, c'est celui de la vie que les autres hommes jalousent. Les rois, souvent, ont gémi des cruelles conséquences d'être nés pour le grandeur, et ont souhaité d'être placés entre les deux extrêmes, entre les grands et les petits. Enfin le sage-là proclamait le juste point de la vraie félicité en implorant le ciel de le préserver de la pauvreté et de la richesse. Remarque bien ceci, et tu le vérifieras toujours, les calamités de la vie sont le partage de la plus haute et de la plus basse classe du genre humain, la condition moyenne éprouve le moins de désastres, et n'est point exposée à autant de vicissitudes que le haut et le bas de la société, elle est même sujette à moins de maladies et de troubles de corps et d'esprit que les deux autres, qui, par leurs débauches, leurs vices et leurs excès, ou par un trop rude travail, le manque du nécessaire, une insuffisante nourriture et la faim, attirent sur eux des misères et des maux, naturelles conséquences de leur manière de vivre. La condition moyenne s'accommode le mieux de toutes les vertus et de toutes les jouissances, la paix et l'abondance sont les compagnes d'une fortune médiocre. La tempérance, la modération, la tranquillité, la santé, la société, tous les agréables divertissements et tous les plaisirs désirables sont les bénédictions réservées à ce rang. Par cette voie, les hommes quittent le monde d'une façon douce, et passent doucement et uniment à travers, sans être accablés de travaux des mains ou de l'esprit, sans être vendus à la vie de servitude pour le pain de chaque jour, sans être harassés par des perplexités continuelles qui troublent la paix de l'âme et arrachent le corps au repos, sans être dévorés par les angoisses de l'envie ou la secrète et rongeante convoitise de l'ambition. Au sein d'heureuses circonstances, ils glissent tout mollement à travers la société, et goûtent sensiblement les douceurs de la vie sans les amertumes, ayant le sentiment de leur bonheur et apprenant, par l'expérience journalière, à le connaître plus profondément. Ensuite il me pria instamment et de la manière la plus affectueuse de ne pas faire le jeune homme, ne va pas te précipiter, me disait-il, au milieu des maux contre lesquels la nature et ta naissance semblent t'avoir prémuni. Tu n'es pas dans la nécessité d'aller chercher ton pain. Je te veux du bien, je ferai tous mes efforts pour t'épaisseur parfaitement dans la position de la vie qu'en ce moment je te recommande. Si tu n'étais pas aisé et heureux dans le monde, ce serait par ta destinée ou tout à fait par l'erreur qu'il te faut éviter. Je n'en serai en rien responsable, ayant ainsi satisfait à mes devoirs en t'éclairant sur des projets que je sais être ta ruine. En un mot, j'accomplirais franchement mes bonnes promesses si tu voulais te fixer ici suivant mon souhait, mais je ne voudrais pas tremper dans tes infortunes en favorisant ton éloignement.
N'as-tu pas l'exemple de ton frère aîné, auprès de qui j'usais autrefois des mêmes instances pour le dissuader d'aller à la guerre des Pays-Bas, instances qui ne purent l'emporter sur ses jeunes désirs, le poussant à se jeter dans l'armée, où il trouva la mort. Je ne cesserai jamais de prier pour toi, toutefois j'oserais te prédire, si tu faisais ce coup de tête, que Dieu ne te bénirait point. Et que, dans l'avenir, manquant de toute assistance, tu aurais toute la latitude de réfléchir sur le mépris de mes conseils. Je remarquai vers la dernière partie de ce discours, qui était véritablement prophétique, quoique je ne suppose pas que mon père en ait eu le sentiment, je remarquai, dis-je, que des larmes coulaient abondamment sur sa face, surtout lorsqu'il me parla de la perte de mon frère, et qu'il était si ému, en me prédisant que j'aurais tout le loisir de me repentir, sans avoir personne pour m'assister, qu'il s'arrêta court, puis ajouta, j'ai le cœur trop plein, je ne saurais t'en dire davantage. Je fus sincèrement touché de cette exhortation, au reste, pouvait-il en être autrement? Je résolus donc de ne plus penser à aller au loin, mais à m'établir chez nous selon le désir de mon père. Et là, en peu de jours tout cela s'évanouit, et bref, pour prévenir de nouvelles importunités paternelles, quelques semaines après je me déterminai à m'enfuir. Néanmoins, je ne fis rien à la hâte comme m'y poussait ma première ardeur, mais un jour que ma mère me parut un peu plus gaie que de coutume, je la pris à part et lui dis, je suis tellement préoccupé du désir irrésistible de courir le monde, que je ne pourrais rien embrasser avec assez de résolution pour y réussir. Mon père ferait mieux de me donner son consentement que de me placer dans la nécessité de passer outre. Maintenant, je suis âgé de 18 ans, il est trop tard pour que j'entre apprenti dans le commerce ou clerc chez un procureur. Si je le faisais, je suis certain de ne pouvoir achever mon temps, et avant mon engagement rempli de m'évader de chez mon maître pour m'embarquer. Si vous vouliez bien engager mon père à me laisser faire un voyage lointain, et que j'en revienne dégoûté, je ne bougerai plus, et je vous promettrai de réparer ce temps perdu par un redoublement d'assiduité. Cette ouverture jeta ma mère en grande émotion, cela n'est pas proposable, me répondit-elle, je me garderai bien d'en parler à ton père, il connaît trop bien tes véritables intérêts pour donner son assentiment à une chose qui te serait si funeste. Je trouve étrange que tu puisses encore y songer après l'entretien que tu as eu avec lui et l'affabilité et les expressions tendres dont je sais qu'il a usé envers toi. En un mot, si tu veux absolument aller te perdre, je n'y vois point de remède, mais tu peux être assuré de n'obtenir jamais notre approbation. Pour ma part, je ne veux point mettre la main à l'œuvre de ta destruction, et il ne sera jamais dit que ta mère se soit prêtée à une chose réprouvée par ton père.
Nonobstant ce refus, comme je l'appris dans la suite, elle rapporta le tout à mon père, qui, profondément affecté, lui dit en soupirant, ce garçon pourrait être heureux s'il voulait demeurer à la maison, mais, s'il va courir le monde, il sera la créature la plus misérable qui ait jamais été, je n'y consentirai jamais. Ce ne fut environ qu'1 an après ceci que je m'échappais, quoique cependant je continuasse obstinément à rester sourd à toute proposition d'embrasser un état, et quoique souvent je reprochasse à mon père et à ma mère leur inébranlable opposition, quand ils savaient très bien que j'étais entraîné par mes inclinations. Un jour, me trouvant à Hull, où j'étais allé par hasard et sans aucun dessein prémédité, étant là, dis-je, un de mes compagnons prêt à se rendre par mer à Londres, sur un vaisseau de son père, me pressa de partir, avec l'amorce ordinaire des marins, c'est-à-dire qu'il ne m'en coûterait rien pour ma traversée. Je ne consultais plus mes parents, je ne leur envoyais aucun message, mais, leur laissant à l'apprendre comme ils pourraient, sans demander la bénédiction de Dieu ou de mon père, sans aucune considération des circonstances et des conséquences, malheureusement, Dieu sait, le 1er septembre 1651, j'allais à bord du vaisseau chargé pour Londres. Jamais infortunes de jeunes aventuriers, je pense, ne commencèrent plus tôt et ne durèrent plus longtemps que les miennes. Comme le vaisseau sortait à peine de l'Humber, le vent s'éleva et les vagues s'enflèrent effroyablement. Je n'étais jamais allé sur mer auparavant, je fus, d'une façon indicible, malade de corps et épouvanté d'esprit. Je commençai alors à réfléchir sérieusement sur ce que j'avais fait et sur la justice divine qui frappait en moi un fils coupable. Tous les bons conseils de mes parents, les larmes de mon père, les paroles de ma mère, se présentèrent alors vivement en mon esprit, et ma conscience, qui n'était point encore arrivée à ce point de dureté qu'elle atteignit plus tard, me reprocha mon mépris de la sagesse et la violation de mes devoirs envers Dieu et mon père. Pendant ce temps la tempête croissait, et la mer devint très grosse, quoique ce ne fût rien en comparaison de ce que j'ai vu depuis, et même seulement quelques jours après, c'en fut assez pour affecter un novice tel que moi. À chaque vague je me croyais submergé, et chaque fois que le vaisseau s'abaissait entre deux lames, je le croyais englouti au fond de la mer. Dans cette agonie d'esprit, je fis plusieurs fois le projet et le vœu, s'il plaisait à Dieu de me sauver de ce voyage, et si je pouvais remettre le pied sur la terre ferme, de ne plus le remettre à bord d'un navire, de m'en aller tout droit chez mon père, de m'abandonner à ses conseils, et de ne plus me jeter dans de telles misères.
Alors je vis pleinement l'excellence de ses observations sur la vie commune, et combien doucement et confortablement il avait passé tous ses jours, sans jamais avoir été exposé, ni aux tempêtes de l'océan ni aux disgrâces de la terre, et je résolus, comme l'enfant prodigue repentant, de retourner à la maison paternelle. Ces sages et sérieuses pensées durèrent tant que dura la tempête, et même quelque temps après, mais le jour d'ensuite le vent étant abattu et la mer plus calme, je commençai à m'y accoutumer un peu. Toutefois, j'étais encore indisposé du mal de mer, et je demeurais fort triste pendant tout le jour. Mais à l'approche de la nuit le temps s'éclaircit, le vent s'apaisa tout à fait, la soirée fut délicieuse, et le soleil se coucha éclatant pour se lever de même le lendemain, une brise légère, un soleil embrasé resplendissant sur une mer unie. Ce fut un beau spectacle, le plus beau que j'ai vu de ma vie. J'avais bien dormi pendant la nuit, je ne ressentais plus de nausées, j'étais vraiment dispo et je contemplais, émerveillé, l'océan qui, la veille, avait été si courroucé et si terrible, et qui si peu de temps après se montrait si calme et si agréable. Alors, de peur que mes bonnes résolutions ne se soutinssent, mon compagnon, qui après tout m'avait débauché, vint à moi. Eh bien, Bob, me dit-il en me frappant sur l'épaule, comment ça va-t-il? Je gage que tu as été effrayé, la nuit dernière, quand il ventait, ce n'était pourtant qu'un plein bonnet de vent. Vous n'appelez cela qu'un plein bonnet de vent? C'était une horrible tourmente. Une tourmente, tu es fou, tu appelles cela une tourmente? Vraiment ce n'était rien du tout. Donnez-nous un bon vaisseau et une belle dérive, nous nous moquerons bien d'une pareille rafale. Tu n'es qu'un marin d'eau douce, Bob. Viens que nous fassions un bol de punch, et que nous oublions tout cela. Enfin, pour abréger cette triste portion de mon histoire, nous suivîmes le vieux train des gens de mer, on fit du punch, je m'enivrai, et, dans une nuit de débauche, je noyai toute ma repentance, toutes mes réflexions sur ma conduite passée, et toutes mes résolutions pour l'avenir. De même que l'océan avait rasséréné sa surface et était rentré dans le repos après la tempête abattue, de même, après le trouble de mes pensées évanouies, après la perte de mes craintes et de mes appréhensions, le courant de mes désirs habituels revint, et j'oubliai entièrement les promesses et les vœux que j'avais faits en ma détresse. Pourtant, à la vérité, comme il arrive ordinairement en pareil cas, quelques intervalles de réflexion et de bons sentiments reparaissaient encore, mais je les chassais et je m'en guérissais comme d'une maladie, en m'adonnant et à la boisson et à l'équipage.
Bientôt j'eus surmonté le retour de ces accès, c'est ainsi que je les appelais, et en 5 ou 6 jours j'obtins sur ma conscience une victoire aussi complète qu'un jeune libertin résolu à étouffer ses remords le pouvait désirer. Mais il m'était réservé de subir encore une épreuve, la Providence, suivant sa loi ordinaire, avait résolu de me laisser entièrement sans excuse. Puisque je ne voulais pas reconnaître ceci pour une délivrance, la prochaine devait être telle que le plus mauvais bandit d'entre nous confesserait tout à la fois le danger et la miséricorde. Le 6e jour de notre traversée, nous entrâmes dans la rade d'Yarmouth. Le vent ayant été contraire et le temps calme, nous n'avions fait que peu de chemin depuis la tempête. Là, nous fûmes obligés de jeter l'ancre et le vent continuant d'être contraire, c'est-à-dire de souffler sud-ouest, nous y demeurâmes 7 ou 8 jours, durant lesquels beaucoup de vaisseaux de Newcastle vinrent mouiller dans la même rade, refuge commun des bâtiments qui attendent un vent favorable pour gagner la Tamise. Nous eussions, toutefois, relâché moins longtemps, et nous eussions dû, à la faveur de la marée, remonter la rivière, si le vent n'eût pas été trop fort, et si au 4e ou 5e jour de notre station il n'eût pas soufflé violemment. Cependant, comme la rade était réputée aussi bonne qu'un port, comme le mouillage était bon, et l'appareil de notre ancre extrêmement solide, nos gens étaient insouciants, et, sans la moindre appréhension du danger, ils passaient le temps dans le repos et dans la joie, comme il est d'usage sur mer. Mais le 8e jour, le vent força, nous mîmes tout la main à l'œuvre, nous calâmes nos mâts de une et tîmes toutes choses closes et serrées, pour donner au vaisseau des mouvements aussi doux que possible. Vers midi, la mer devint très grosse, notre château de proue plongeait, nous embarquâmes plusieurs vagues, et il nous sembla une ou deux fois que notre ancre labourait le fond. Sur ce, le capitaine fit jeter l'ancre d'Espérance, de sorte que nous chassâmes sur 2, après avoir filé nos câbles jusqu'au bout. Déjà une terrible tempête mugissait, et je commençais à voir la terreur sur le visage des matelots eux-mêmes. Quoique veillant sans relâche à la conservation du vaisseau, comme il entrait ou sortait de sa cabine, et passait près de moi, j'entendis plusieurs fois le capitaine proférer tout bas ces paroles et d'autres semblables, Seigneur ayez pitié de nous. Nous sommes tous perdus, nous sommes tous morts.
Durant ces premières confusions, j'étais stupide, étendu dans ma cabine, au logement des matelots, et je ne saurais décrire l'état de mon esprit. Je pouvais difficilement rentrer dans mon premier repentir, que j'avais si manifestement foulé aux pieds, et contre lequel je m'étais endurci. Je pensais que les affres de la mort étaient passés, et que cet orage ne serait point comme le premier. Mais quand, près de moi, comme je le disais tantôt, le capitaine lui-même s'écria, « Nous sommes tous perdus », je fus horriblement effrayé. Je sortis de ma cabine et je regardai dehors, jamais spectacle aussi terrible n'avait frappé mes yeux, l'océan s'élevait comme des montagnes, et à chaque instant fondait contre nous. Quand je pouvais promener un regard aux alentours, je ne voyais que détresse. 2 bâtiments pesamment chargés qui mouillaient non loin de nous avaient coupé leurs mâts et pieds, et nos gens s'écrièrent qu'un navire ancré à 1 mille de nous venait de s'endsir sur ses amarres. Deux autres vaisseaux, arrachés à leurs ancres, hors de la rade allaient au large à tout hasard, sans voile ni mâture. Les bâtiments légers, fatigant moins, étaient en meilleure passe, 2 ou 3 d'entre eux qui dérivaient passèrent tout contre nous, courant vent arrière avec leurs civardières seulement. Vers le soir, le second et le bosseman supplièrent le capitaine, qui s'y opposa fortement, de laisser couper le mât de misaine, mais le bosseman lui ayant protesté que, s'il ne le faisait pas, le bâtiment coulerait à fond, il y consentit. Quand le mât d'avant fut abattu, le grand mât, ébranlé, secouait si violemment le navire, qu'ils furent obligés de le couper aussi et de faire pont ras. Chacun peut juger dans quel état je devais être, moi, jeune marin, que précédemment si peu de choses avaient jeté en si grand effroi. Mais autant que je puis me rappeler de si loin les pensées qui me préoccupaient alors, j'avais 10 fois plus que la mort en horreur d'esprit, mon mépris de mes premiers remords et mon retour aux premières résolutions que j'avais prises si méchamment. Cette horreur, jointe à la terreur de la tempête, me mirent dans un tel état, que je ne puis par des mots la dépeindre. Mais le pis n'était pas encore advenu, la tempête continua avec tant de furie, que les marins eux-mêmes confessèrent n'en avoir jamais vu de plus violente. Nous avions un bon navire, mais il était lourdement chargé et calait tellement, qu'à chaque instant les matelots s'écriaient qu'il allait couler à fond. Sous un rapport, ce fut un bonheur pour moi que je ne comprisse pas ce qu'ils entendaient par ce mot avant que je m'en fusse enquis.
La tourmente était si terrible que je vis, chose rare, le capitaine, le contremaître et quelques autres plus judicieux que le reste, faire leur prière, s'attendant à tout moment que le vaisseau coulerait à fond. Au milieu de la nuit, pour surcroît de détresse, un des hommes qu'on avait envoyé à la visite, cria qu'il s'était fait une ouverture, et un autre dit qu'il y avait 4 pieds d'eau dans la cale. Alors tous les braves furent appelés à la pompe. À ce seul mot, je m'évanouis et je tombai à la renverse sur le bord de mon lit, sur lequel j'étais assis dans ma cabine. Toutefois les matelots me réveillèrent et me dirent que si jusque-là je n'avais été bon à rien, j'étais tout aussi capable de pomper qu'aucun autre. Je me levai, j'allai à la pompe et je travaillai de tout cœur. Dans cette entrefaite, le capitaine apercevant quelques petits bâtiments charbonniers qui, ne pouvant surmonter la tempête, étaient forcés de glisser et de courir au large, et ne venaient pas vers nous, ordonna de tirer un coup de canon en signal de détresse. Moi qui ne savais ce que cela signifiait, je fus tellement surpris, que je crus le vaisseau brisé ou qu'il était advenu quelque autre chose épouvantable. En un mot, je fus si effrayé que je tombai en défaillance. Comme c'était dans un moment où chacun pensait à sa propre vie, personne ne prit garde à moi, ni à ce que j'étais devenu, seulement un autre prit ma place à la pompe, et me repoussa du pied à l'écart, pensant que j'étais mort, et ce ne fut que longtemps après que je revins à moi. On travaillait toujours, mais l'eau augmentant à la cale. Il y avait toute apparence que le vaisseau coulerait bas. Et quoique la tourmente commençât à s'abattre un peu, néanmoins il n'était pas possible qu'il surnageât jusqu'à ce que nous atteignissions un port, aussi le capitaine continua-t-il à faire tirer le canon de détresse. Un petit bâtiment qui venait justement de passer devant nous aventura une barque pour nous secourir. Ce fut avec le plus grand risque qu'elle approcha, mais il était impossible que nous y allassions ou qu'elle parvint jusqu'au flanc du vaisseau, enfin, les rameurs faisant un dernier effort et hasardant leur vie pour sauver la nôtre. Nos matelots leur lancèrent de l'avant une corde avec une bouée, et enfilèrent une grande longueur. Après beaucoup de peine et de péril, ils la saisirent, nous les halâmes jusque sous notre poupe, et nous descendîmes dans leur barque. Il eût été inutile de prétendre atteindre leur bâtiment, aussi l'avis commun fut-il de laisser aller la barque en dérive, et seulement de ramer le plus qu'on pourrait vers la côte.
Notre capitaine promettant, si la barque venait à se briser contre le rivage, d'en tenir compte à son patron, ainsi, parti en ramant, parti en dérivant vers le nord, notre bateau s'en alla obliquement presque jusqu'à Winterton Ness. Il n'y avait guère plus d'un quart d'heure que nous avions abandonné notre vaisseau quand nous le vîmes s'abîmer, alors je compris pour la première fois ce que signifiait couler bas. Mais, je dois l'avouer, j'avais l'œil troublé, je distinguais fort mal, quand les matelots me dirent qu'il coulait, car, dès le moment que j'allais, ou plutôt qu'on me mit dans la barque, j'étais anéanti par l'effroi, l'horreur et la crainte de l'avenir. Nos gens faisaient toujours force de rame pour approcher du rivage. Quand notre bateau s'élevait au haut des vagues, nous l'apercevions, et le long de la rive nous voyions une foule nombreuse accourir pour nous assister lorsque nous serions proches. Nous avancions lentement, et nous ne pûmes aborder avant d'avoir passé le phare de Winterton, la côte s'enfonçait à l'ouest vers Cromer, de sorte que la terre brisait la violence du vent. Là, nous abordâmes, et, non sans grande difficulté, nous descendîmes tous sains et saufs sur la plage, et allâmes à pied à Yarmouth, où, comme des infortunés, nous fûmes traités avec beaucoup d'humanité, et par les magistrats de la ville, qui nous assignèrent de bons gîtes, et par les marchands et les armateurs, qui nous donnèrent assez d'argent pour nous rendre à Londres ou pour retourner à Hull, suivant que nous le jugerions convenable. C'est alors que je devais avoir le bon sens de revenir à Hull et de rentrer chez nous. J'aurais été heureux. Et mon père, emblème de la parabole de notre Sauveur, eut même tué le veau gras pour moi, car, ayant appris que le vaisseau sur lequel j'étais avait fait naufrage dans la rade d'Yarmouth, il fut longtemps avant d'avoir l'assurance que je n'étais pas mort. Mais mon mauvais destin m'entraînait avec une obstination irrésistible, et, bien que souvent ma raison et mon bon jugement me criassent de revenir à la maison, je n'avais pas la force de le faire. Je ne saurais ni comment appeler cela, ni vouloir prétendre que ce soit un secret arrêt irrévocable qui nous pousse à être les instruments de notre propre destruction, quoique même nous en ayons la conscience, et que nous nous y précipitions les yeux ouverts. Mais, véritablement, si ce n'est quelque décret inévitable me condamnant à une vie de misère et qu'il m'était impossible de braver, quelle chose eût pu m'entraîner contre ma froide raison et les persuasions de mes pensées les plus intimes, et contre les deux avertissements si manifestes que j'avais reçus dans ma première entreprise. Mon camarade, qui d'abord avait aidé à mon endurcissement, et qui était le fils du capitaine, se trouvait alors plus découragé que moi.
La première fois qu'il me parla à Yarmouth, ce qui ne fut pas avant le second ou le troisième jour, car nous étions logés en divers quartiers de la ville. La première fois, dis-je, qu'il s'informa de moi. Son ton me parut altéré, il me demanda d'un air mélancolique, en secouant la tête, comment je me portais, et dit à son père qui j'étais, et que j'avais fait ce voyage seulement pour essai, dans le dessein d'en entreprendre d'autres plus lointains. Il me demanda d'un air mélancolique, en secouant la tête, comment je me portais, et dit à son père qui j'étais, et que j'avais fait ce voyage seulement pour essai, dans le dessein d'en entreprendre d'autres plus lointains. Cet homme se tourna vers moi et, avec un accent de gravité et d'affliction, jeune homme, me dit-il, vous ne devez plus retourner sur mer, vous devez considérer ceci comme une marque certaine et visible que vous n'êtes point appelé à faire un marin. Pourquoi, monsieur, est-ce que vous n'irez plus en mer? Le cas est bien différent, répliqua-t-il, c'est mon métier et mon devoir, au lieu que vous, qui faisiez ce voyage comme essai, voyez quel avant-goût le ciel vous a donné de ce à quoi il faudrait vous attendre si vous persistiez. Peut-être cela n'est-il advenu qu'à cause de vous, semblable à Jonas dans le vaisseau de Tarsis. Qui êtes-vous, je vous prie, et pourquoi vous étiez-vous embarqué? Je lui contai en partie mon histoire. Sur la fin il m'interrompit et s'emporta d'une étrange manière. Qu'avais-je donc fait, s'écria-t-il, pour mériter d'avoir à bord un pareil misérable? Je ne voudrais pas pour 1000 livres sterling remettre le pied sur le même vaisseau que vous. C'était, en vérité, comme j'ai dit, un véritable égarement de ses esprits encore troublés par le sentiment de sa perte, et qui dépassait toutes les bornes de son autorité. Toutefois, il me parla ensuite très gravement, m'exhortant à retourner chez mon père et à ne plus tenter la providence. Il me dit qu'il devait m'être visible que le bras de Dieu était contre moi. Enfin, jeune homme, me déclara-t-il, comptez bien que si vous ne vous en retournez, en quelque lieu que vous alliez, vous ne trouverez qu'adversité et désastre jusqu'à ce que les paroles de votre père se vérifient en vous. Je lui répondis peu de choses, nous nous séparâmes bientôt après, et je ne le revis plus. Quelle route prit-il je ne sais. Pour moi, ayant quelque argent dans ma poche, je m'en allais, par terre, à Londres, là, comme sur la route, j'eus plusieurs combats avec moi-même sur le genre de vie que je devais prendre, ne sachant si je devais retourner chez nous ou retourner sur mer.
Quant à mon retour au logis, la honte étouffait les meilleurs mouvements de mon esprit, et lui représentait incessamment combien je serais raillé dans le voisinage et serais confus, non seulement devant mon père et ma mère, mais devant même qui que ce fût. D'où j'ai depuis souvent pris occasion d'observer combien est sotte et inconséquente la conduite ordinaire des hommes et surtout de la jeunesse, à l'égard de cette raison qui devrait les guider en pareil cas, qu'ils ne sont pas honteux de l'action qui devrait, à bon droit, les faire passer pour insensés, mais qu'ils sont honteux de leur repentance, qui seul peut les faire honorer comme sages. Toutefois je demeurai quelque temps dans cette situation, ne sachant quel parti prendre, ni quelle carrière embrasser, ni quel genre de vie mener. J'éprouvais toujours une répugnance invincible pour la maison paternelle, et, comme je balançais longtemps, le souvenir de la détresse où j'avais été s'évanouissait, et avec lui mes faibles désirs de retour, jusqu'à ce qu'enfin je les mis tout à fait de côté, et cherchai à faire un voyage.